Chose promise, chose due, on reprend les vidéos sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un objet qu'il est très compliqué de sourcer, c'est très compliqué de creuser les traces historiques parce que c'est un objet qui est très rare. Aujourd'hui, on va parler d'un fusil un peu spécial, mais avant, on n'y coupera pas. Générique. Effectivement, la relique du jour, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est très rare. La seule autre source de cet objet qu'on a trouvé encore en état, elle est dans un musée en Belgique que je vous recommande fortement, le Surnateum, musée d'histoire surnaturelle qui se trouve à côté de Bruxelles, qui est tenu par un très bon illusionniste fantastique qui s'appelle Christian Schellmann. Je vous mettrai le lien dans la description, ça coûte rien. Ce fusil n'est pas un fusil ordinaire. Oui, c'est un fusil, l'artefact dont on va parler aujourd'hui. Et c'est pas un fusil ordinaire. Déjà, il est assez vieux. Pour vous donner une fourchette assez large, on pense que c'est 17e, peut-être 18e siècle. Et c'est un fusil qui est vendu dans l'idée de chasser les loups-garous. Oui, c'est un fusil pour chasser les loups-garous. Avec tout ce qui va avec, fabriquer ses balles en argent, tout ça. Alors le fusil, à quoi il ressemble? Eh bien il ressemble à ça. On est sur un modèle assez court qui est relativement orné, décoré de motifs en argent. Et surtout la crosse est sculptée en tête de loup. Ce sont des vraies dents de loup qui sont incrustées dans la crosse du bois. Je vous mettrai des jolis plans du fusil à la fin, bien sûr. C'est un fusil donc avec un système de percussion à l'ancienne. Et comme je vous le disais, c'est un fusil qui est destiné à chasser les loups-garous. Alors là, je vous vois venir. Oui, mais les loups-garous, ça n'existe même pas. Eh ben, c'est un peu comme les coffrets de chasseurs de vampires, les Vampire Killing Kit. Il va falloir qu'on en parle aussi un petit peu. Les Vampire Killing Kit, je ferai, je pense, un épisode spécial sur le sujet, puisque j'en ai 2 en ma possession. Les Vampire Killing Kit, on va aller droit au but, c'est des bêtises. N'en déplaise à certains puristes et fans de vampirologie, la plupart, si ce n'est la totalité des coffrets de chasseurs de vampires, sont des attrape-touristes qui ont été commercialisés durant l'âge d'or du vampirisme, l'époque où Bram Stoker a sorti Dracula. D'ailleurs, c'est lui qui va définir les codes du vampire, qui va changer par rapport aux traces un peu plus histo et antérieures à Dracula qu'on va avoir. On en parlera dans l'épisode sur les Vampire Killing Kit. Et donc, ce sont des coffrets qui contiennent un peu tout le nécessaire pour chasser les vampires. De l'eau bénite, des balles en argent, des croix, des crucifix, des pieux et très souvent un pistolet. Pourquoi? Eh bien parce que ces coffrets, ils sont commercialisés par un armurier de Liège qui voit là un moyen de vendre des armes avec l'aspect un peu collection, bel objet, puisque souvent les armes sont incrustées de décorations, de pierres, de symboles religieux. Et on est en pleine folie vampirique à l'époque, et ces coffrets vont très souvent être vendus dans des hôtels, des hôtels qui font en fait partie du trajet entre l'Europe de l'Ouest, on va dire, et la Transylvanie et les pays de l'Est, où il y a beaucoup de mythes liés aux vampires. Beaucoup de gens partent en voyage pour visiter ces lieux. Je l'ai fait aussi, la Transylvanie, c'était cool. Et donc dans les hôtels d'étape, on vendait aux accueils des hôtels souvent ces coffrets-là. On en trouve aussi beaucoup qui aujourd'hui encore sont vendus dans des enchères, mais dès qu'on creuse un petit peu sur l'authenticité de l'objet, il n'y a plus personne. Je vous l'ai dit, on en parlera un peu plus en détail quand je ferai un épisode spécial dédié au Vampire Killing Kit.
Le fusil de loup-garou dont je vous parlais, c'est exactement la même chose. C'est vendu un peu pour les collectionneurs. C'est une pièce typiquement de cabinet de curiosité qui va trouver sa place pour la collection. Et même si des gens vont réellement chasser le loup-garou à l'époque, eh bien, on n'a aucune trace, bien sûr, de l'existence réelle des loups-garous. On ne sait pas si quelqu'un a touché au but avec ses balles en argent. Mais il y a cette dimension où déjà, à l'époque, on y croit. Et forcément, certains y croient beaucoup et vont s'équiper en conséquence, vont tenter de chasser le loup-garou, de trouver des informations sur ce mythe-là. Et forcément, il y en a qui vont vouloir faire du commerce et on va voir apparaître ce genre d'arme à feu. Alors le mythe du loup-garou, déjà, il varie d'un pays à un autre. J'aime beaucoup les mythes qu'on a en Amérique du Nord, notamment tout ce qui est lié au Canada, où les croyances sont un peu particulières là-bas, puisqu'on utilise l'expression « aller courir le loup-garou ». On pense que si un homme ne va pas régulièrement à la messe, le diable peut chasser son âme de son corps et en prendre possession et en faire un loup-garou. On est vraiment sur des mythes très très éloignés de nos mythes européens, où on a cette histoire de morsure de loup-garou, de se transformer à la pleine lune et tout. Ça, c'est ce qu'on va retrouver plus en Europe. Donc les croyances de l'époque sont sensiblement les mêmes qu'aujourd'hui. Alors, il semblerait que la lycanthropie, donc le fait de se transformer en loup-garou, ça vienne justement du mythe de Lycaon, qui est un personnage grec qui reçoit un pèlerin à sa table, un voyageur, un vagabond, qui n'a pas le sou, qui lui demande de gîte et le couvert, et ce roi, Lycaon, se dit, il y a peut-être anguille sous roche, et il soupçonne ce vagabond d'être un dieu qui met un petit peu sa bienveillance à l'épreuve. Et pour tenter de le démasquer, eh bien il lui sert à manger de la chair humaine, la chair de son propre fils qu'il va tuer et servir à ce pèlerin, soupçonnant que c'est un dieu. D'après la légende, Lycaon, il a eu du pif parce qu'effectivement, c'est bien un dieu en face de lui. C'est Zeus, il me semble, d'après la légende. Et il est pas content. Il lui dit, mais t'es marteau ou quoi? D'où tu sais? T'as tué ton propre fils pour juste me démasquer, mais t'es fou. Je pense que oui, d'ailleurs, il était un peu fou, Lycaon. Et d'après la légende, eh bien, en punition, on aurait annoncé, le dieu aurait dit à Lycaon, puisque tu te comportes comme un animal, tu vas en devenir un. Et il l'aurait transformé en loup, faisant de Lycaon le premier lycanthrope, le premier loup-garou de l'histoire. C'est des mythes et légendes. Il y a des variantes en fait, selon les pays. On va attribuer ça à d'autres personnages, à d'autres dieux, à d'autres mythologies, mais on a sensiblement cette idée-là qui se répète. Alors, ça va donner lieu à plein de choses. La lycanthropie va aussi devenir une maladie mentale. Il va y avoir des gens qui vont se prendre pour des loups-garous. On a eu quelques procès célèbres de l'histoire où des tueurs en série se revendiquaient comme loups-garous. C'est en fait une maladie psychologique et psychiatrique maintenant. On a aussi une maladie génétique qui fait qu'on a du poil sur toute la figure, sur tout le corps, le visage et les mains y compris, qui peut être assimilé au loup-garou à l'époque. Je vous rappelle qu'on a quand même un poids religieux assez important, et les loups-garous sont vus un peu comme la créature à abattre. Il y a une blague. Vous l'avez ? Alors, l'efficacité de la balle en argent, et pourquoi d'ailleurs une balle en argent pour tuer un loup-garou, eh ben, c'est lié à plusieurs choses. Ça vient à la base du vampire. Oui, il y a un lien, vous allez voir. Le vampire, on pense que le vampire en fait est un être immatériel et invisible par nature, et que c'est grâce à son pouvoir magique qu'il va se rendre visible aux yeux des humains. La seule chose qui va annuler les pouvoirs des vampires, eh bien, c'est l'argent, parce que l'argent est un métal lié à la lune, et dans les croyances un peu populaires de l'époque, l'argent et la lune, c'est quelque chose qui va agir un peu comme un anti-magie. C'est pour ça qu'un vampire n'a pas son reflet dans le miroir, parce qu'à l'époque, les miroirs sont faits avec de l'argent poli. Et comme par nature, le vampire est un être invisible, eh bien, le miroir va révéler sa vraie nature, annuler ses pouvoirs magiques, et donc, il n'a pas de reflet
dans les miroirs. C'est pour ça aussi que, je vous l'ai dit précédemment, on trouve aussi des balles en argent dans les Vampire Killing Kit. Donc ça sert aussi à tuer les vampires, les balles en argent, puisque ça annule les pouvoirs. On va être sur la même chose sur les loups-garous. La balle en argent est censée annuler ses pouvoirs, voire même lorsqu'on tuerait un loup-garou, il reprendrait sa forme humaine. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire de plus sur ce fusil, si ce n'est que c'est une pièce très 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 rare. On a eu quand même besoin de plusieurs années pour récupérer cet objet-là. On est sur une pièce authentique et très très compliquée à récupérer. Je vais quand même vous faire le petit plaisir de classique fin de vidéo avec les plans rapprochés pour que vous puissiez voir d'un peu plus près cette pièce, somme toute assez exceptionnelle. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles curiosités. Et d'ici là, regardez les anciennes vidéos. N'hésitez pas à interagir en commentaire, à partager. Vous connaissez la chanson, hein, vous n'êtes pas tout nouveau sur YouTube. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles curiosités. Bisous!